Le podcast de révision sur la séquence 2, les politiques de santé publique, donc tout ce qui est en lien avec l'élaboration d'une politique de santé publique. On va revoir les notions fondamentales et les plus essentielles en fait des activités que l'on a fait en cours ou lors des ATT, notamment la notion de priorité de santé publique. Qu'est-ce qu'une priorité? Comment est-ce que l'on arrive à démontrer qu'un problème de santé publique devient une priorité? Pourquoi est-ce que l'on doit établir des priorités? Ensuite, qu'est-ce qu'une politique de santé publique? Quels sont les différents échelons territoriaux pour une politique de santé publique et qui sont les acteurs qui interviennent à chaque fois? Alors, une priorité de santé publique, donc c'est une décision qui est prise par les pouvoirs publics liée à un problème de santé qui nécessite l'intervention de l'État afin de solutionner le problème. Donc, c'est un problème de santé qui va se démarquer des autres grâce à différentes caractéristiques que l'on va voir. Il faut savoir qu'actuellement, la nouvelle loi de modernisation du système de santé, donc de janvier 2016, va cibler 4 grandes priorités de santé publique actuellement: le tabac, l'alcool, l'obésité et le diabète. Alors, au niveau des caractéristiques, vous savez que pour démontrer qu'un problème de santé est une priorité de santé publique, il faut vous faire votre petite checklist ou alors vous faire un tableau au brouillon, d'accord, en listant les caractéristiques d'un côté dans une colonne et les éléments des documents de l'autre. Donc les différentes caractéristiques vont être notamment la gravité, que l'on va mesurer grâce à différents indicateurs. Les plus importants sont la mortalité et la morbidité. Dans la morbidité, on entend évidemment euh, la prévalence et l'incidence. Ensuite, il va y avoir l'évolution et sa durabilité dans le temps, avec est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années, et que l'on voit augmenter ou au contraire stagner malgré différents plans. Au niveau des conséquences, il va y avoir des conséquences collectives. La plupart du temps, ce sont des conséquences économiques avec des dépenses qui vont être augmentées ou alors une perte de productivité pour la collectivité. Ensuite, il y a des conséquences individuelles, tout ce qui va être conséquences au niveau sanitaire, social et économique sur les individus. On va aussi inclure, mais alors ça c'est pas une obligation, les déterminants qui agissent donc sur l'état de santé de la population qui va être touchée. Et en revanche, un point important, c'est la nécessité de l'intervention de l'État pour solutionner le problème, car c'est lui et uniquement lui qui a les moyens financiers, matériels et humains pour pouvoir lutter contre, et qu'il y ait surtout la mise en place de plans précédents pour lutter contre ce problème de santé publique qui existe. D'accord ? Par exemple, pour tout ce qui est en lien avec le surpoids, l'obésité, la malnutrition, il y a le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui est mis en place depuis plusieurs années. Je crois qu'on en est à la 4e version déjà. Donc on voit que c'est un problème qui dure dans le temps. Il faut savoir que pour établir une priorité sanitaire, on effectue ce que l'on appelle un diagnostic. Alors, il n'y a rien écrit là-dedans, mais un diagnostic, comme dans le domaine médical, c'est une étude de signes qui va nous permettre d'établir un diagnostic, donc de mettre en lumière un problème. D'accord ? Donc une priorité sanitaire, comme il a été démontré, s'appuie sur des indicateurs. C'est grâce au diagnostic qu'on va mettre en lumière qu'il y a un nombre de personnes important qui est touché par un problème de santé publique, que cela dure dans le temps, etc. C'est cette phase de diagnostic qui va nous permettre d'identifier le problème, de légitimer en fait le fait qu'on en fasse une priorité de santé publique. Donc c'est l'étape de départ dans l'élaboration d'une politique de santé publique, puisqu'il permet de mettre en évidence la priorité. Alors, une fois que l'on a vu ce qu'était une priorité de santé publique, pourquoi est-ce qu'on met en place une priorité de santé publique? Tout simplement parce que les moyens de l'État, humains, matériels, financiers, ne sont malheureusement pas infinis et qu'on ne peut pas solutionner tous les problèmes. Donc, on va les prioriser, on va les hiérarchiser par ordre d'importance, en fonction des critères que l'on a vus. Donc,
Une priorité de santé publique. Il faut savoir que une politique pardon, de santé publique est établie aux différents échelons, mais l'échelon auquel elle est décidée une fois que la priorité a été choisie, c'est l'échelon national. Il faut savoir que l'État, c'est le garant de la santé de la population. Il met en œuvre, donc c'est ce que j'ai écrit sur le diaporama, des dispositifs afin de pallier à cela dans le cadre des politiques de santé publique. D'accord. euh, la planification en santé donc, va comporter différentes étapes et c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc une planification en santé, il faut savoir qu'elle est mise en place pour une durée 5 ans environ. Les objectifs qui vont être fixés doivent être quantifiables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les mesurer, d'accord grâce à des indicateurs. Au niveau des échelons, il faut savoir que la planification est organisée à différents niveaux. Il va y avoir au niveau national, donc à l'échelle du pays, ce sont les plans de santé publique, par exemple, plan national santé environnement. On a ensuite au niveau régional, avec les ARS qui vont fixer ce que l'on appelle le PRS, avec un cadre d'orientation stratégique pour une durée de 10 ans, et le CRS, donc le schéma régional de santé pour 5 ans, qui organise en fait la réponse globale à cette priorité de santé publique en tenant compte des spécificités de leur territoire régional. Et ensuite, il peut y avoir aussi, mais ce n'est pas systématique, des plans locaux de santé. Faut savoir qu'il faut d'abord commencer par identifier les besoins de santé grâce au diagnostic épidémiologique, c'est ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt, pour déterminer les priorités, et de là vont découler les objectifs qui vont être, on va dire, les axes de travail pour le plan de santé publique. Et ensuite, une fois que tout cela est théorisé, conçu, on passe à la pratique, à la mise en œuvre sur le terrain, et ensuite on effectuera une évaluation qui est l'étape finale entre guillemets de notre plan de santé publique, puisque c'est là où on va utiliser les indicateurs pour pouvoir voir si notre plan de santé publique eh bien, a eu un impact sur le problème que l'on a priorisé, s'il y a besoin de réajuster, de modifier des choses, ou si au contraire notre plan était pas du tout adapté et il faut le revoir de A à Z. Ensuite, il faut savoir qu'il y a différents acteurs qui vont intervenir au niveau national. Je vous ai fait une petite liste, évidemment, ce n'est pas exhaustif, ce sont les principaux, avec l'État via la DGS, donc la Direction Générale de la Santé, ainsi que différents ministères qui va tout simplement prendre les décisions, piloter les politiques de santé publique à mettre en œuvre sur le territoire. On a également la HAS, donc c'est la Haute Autorité de Santé, et le HCSP, donc le Haut Conseil de la Santé publique, qui eux ont un rôle vraiment d'expertise. Ils vont analyser les besoins de santé d'une population, rédiger différents rapports de ces études au gouvernement et évaluer les objectifs, l'atteinte des objectifs dans le cadre des politiques. Donc en gros, c'est eux qui s'occupent du diagnostic et de l'évaluation des politiques de santé publique. Ensuite, on a le CNS, donc c'est la Conférence nationale de santé, qui est une instance consultative. Elle s'occupe d'élaborer des avis sur l'amélioration du système de santé, de rédiger un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé et va contribuer à l'organisation de débats publics au niveau des questions de santé. Donc elle a un rôle consultatif, c'est-à-dire qu'elle va donner son avis, mais en aucun cas elle peut imposer quoi que ce soit aux décideurs qui sont donc l'État. Le financement des politiques de santé publique est voté chaque année au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécu, donc depuis 1996 et les ordonnances Juppé. Donc il faut savoir que par la loi de financement de la sécurité sociale, le Parlement vote ce que l'on appelle l'ONDAM, qui est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie chaque année, et qui fixe un budget prévisionnel pour les dépenses de l'assurance maladie. Tout ça dans le but de maîtriser en fait les dépenses de santé et les dépenses sociales dans le cadre de la LFSS, mais malheureusement ce n'est pas toujours respecté puisqu'on ne peut pas dire bah écoutez on a dépassé le budget, vous arrivez aux urgences pour je sais pas moi une appendicite carabinée, et ben non rentrez chez vous. Non, ça ne marche pas comme ça. On peut dépasser l'ONDAM, mais c'est avant tout pour fixer un petit budget quand même dans les dépenses de santé. Donc là, on a vu au niveau national.
On va voir maintenant comment on décline la politique nationale au niveau régional. Il faut savoir que l'acteur phare de la régionalisation des politiques de santé, ce sont les ARS, donc les agences régionales de santé, qui ont été créées par la loi HPST, donc Hôpital Patient Santé Territoire, le 21 juillet 2009. Ces agences donc, sont des établissements qui sont publics, qui sont autonomes, mais placés sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce sont les acteurs privilégiés en région pour décliner la politique nationale de santé publique, car c'est eux qui sont au plus près des besoins de leur population. C'est eux qui connaissent le mieux les besoins en termes d'offres de soins, les besoins de santé, les problématiques de santé les plus répandues au sein de la population, également l'offre de soins sur son territoire, les différents moyens dont elle dispose. D'accord. Donc c'est vraiment l'ARS qui est capable de régionaliser une politique de santé publique et de l'adapter au mieux aux besoins de sa population. Pour cela, donc, l'ARS va rédiger un PRS, d'accord, donc un projet régional de santé, dans lequel on va avoir un COS, un SRS et un PRAPS. Tous ont des objectifs différents. Le COS, donc, qui est le cadre d'orientation stratégique, va déterminer les objectifs généraux et les résultats attendus pour les 10 prochaines années. Le SRS, donc schéma régional de santé, va établir les besoins sanitaires via une évaluation qu'il a effectuée en amont pour une durée de 5 ans, et puis ensuite c'est réévalué. Et le PRAPS, donc lui c'est le programme régional relatif à l'accès et à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, qui va décliner les objectifs opérationnels du schéma régional de santé, donc grosso modo sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Au niveau des acteurs, on va retrouver le CNP, le Conseil national de pilotage, qui va coordonner l'ensemble des ARS sur le territoire. En gros, il leur donne les directives principales pour la mise en œuvre des politiques nationales de santé. Il veille à une cohérence entre les territoires et ensuite les ARS, une fois qu'ils appliquent ces directives-là, peuvent personnaliser, entre guillemets, les actions mises en œuvre. Ensuite, il y a l'ORS, c'est l'Observatoire régional de santé, qui lui va collecter et traiter les données épidémiologiques du territoire et va avoir un rôle d'expert auprès de l'ARS. Et ensuite, il y a le CRSA, donc c'est la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui est un organisme de concertation qui va formuler des avis auprès de l'ARS pour la politique régionale de santé. Dans cette instance est représenté les collectivités territoriales, les usagers, on a des associations, des conseillers territoriaux de santé, on a des organismes de protection sociale, enfin voilà, il y a un petit peu de tout le monde qui peut participer à cette concertation régionale de santé et d'autonomie. Donc, l'échelon régional est un échelon très important puisqu'il permet d'adapter la politique nationale aux spécificités d'un territoire régional, d'accord ? L'ARS, c'est l'acteur principal étant donné que c'est lui qui connaît au mieux les besoins de la population sur son territoire et il va adapter ses objectifs en fonction de cela. Il connaît également les moyens dont il dispose sur son territoire et de l'offre de soins et donc vraiment il fait quelque chose de beaucoup plus adéquat pour sa population. Au niveau local, il faut savoir que le directeur de l'ARS va, pour chacun des territoires locaux, constituer des CTS, donc des conseils territoriaux de santé, qui vont contribuer via des avis, des propositions qu'ils vont formuler à élaborer et à mettre en œuvre l'évaluation du PRS sur le territoire. Donc ils vont faire remonter des informations pour l'élaboration du PRS. Ensuite, on a le CLS, donc les contrats locaux de santé qui sont là pour réduire les inégalités de santé et sociale sur un territoire afin de pallier un petit peu au manque qu'il peut y avoir dans certains endroits. Et tout cela s'appuie sur la démocratie sanitaire locale. La démocratie sanitaire, on verra cela un petit peu plus tard, mais rien que par son nom, normalement, vous devrez comprendre. Dans les grandes lignes, c'est ce qui permet, au niveau de la vie sanitaire, aux usagers d'avoir des droits, d'accord, qui sont reconnus et des devoirs. Donc, on a vu les grandes lignes
de l'élaboration des politiques de santé publique. Il faut savoir quand même que les politiques de santé sont souvent freinées par le manque d'offres de soins sur un territoire et par la disparité qu'il peut y avoir en fonction des territoires ou sur un même territoire, pardon. Et le problème est également que le système de santé comme social est souvent extrêmement cloisonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de discours ou de coopération entre, même si c'est quelque chose sur lequel le gouvernement travaille, ce qui fait qu'il peut y avoir des actions croisées et différents acteurs qui vont intervenir sur la même problématique. Et du coup, ça fait une augmentation des coûts, une perte de l'efficacité, donc c'est pas super. D'accord, donc ce cloisonnement va persister, mais malheureusement, on essaie de faire au mieux, d'accord? Les réseaux de santé vont se développer, mais il y a ce manque de coordination qui fait que ça reste assez éparse sur le territoire et pas assez efficace. Ce qui peut, comme je l'ai écrit sur le résumé de cours que je vous ai distribué, ce qui peut parfois être dommageable pour le patient au niveau de son parcours de soins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de réviser et que vous allez cartonner au prochain devoir sur table. Bon courage!